Pardonnez-moi, laboratoire. mais nous, les études, on les suit quand même au quotidien, on regarde la publication, il n'y en a pas tellement que ça sur l'homéopathie. On n'a pas l'impression que l'industrie de l'homéopathie fait tout pour mettre en œuvre des études qui vont pouvoir apporter les preuves qui manquent. Vous parlez de l'industrie de l'homéopathie, c'est infinitésimal par rapport à l'industrie pharmaceutique mondiale. Hein, c'est 1%, 2%. Sans doute, il finance, mais il n'y a pas que les laboratoires qui financent des études. Il sort régulièrement quelques études cliniques tous les ans et quelques études de recherche fondamentale. On sait très bien aujourd'hui, pour que quelque chose soit intéressant d'un point de vue publication, il faut que ça donne lieu à plusieurs, si ce n'est plusieurs dizaines de publications. C'est le cas aujourd'hui pour des modèles expérimentaux comme les travaux sur l'aspirine de M. Doutre-Meupuich, les travaux sur l'histamine de Jean Saint-Claudy qui ont pris la suite des travaux de Benveniste d'il y a 20 ans, et des travaux également sur l'arsenic qui sont extrêmes. Ce sont des domaines qui ont donné des dizaines de publications et qui sont incontestés. En matière de recherche clinique, c'est vrai que les recherches sont disparates et que rares sont les études qui sont multipliées et refaites. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des études refaites plusieurs fois de manière multicentrique sur ces fameuses histoires de montée laiteuse. Mais si ces études, vous comprenez, par rapport à la question de Michel Simès, est-ce que la question c'est de savoir, est-ce que le principe de l'infinitésimal fait quelque chose ou est-ce que c'est placebo, ou est-ce que la question c'est de savoir si Brionia guérit la montée laiteuse? Soyons pragmatiques. Ouais. Pour revenir sur ce que disait M. Harrier, quand un laboratoire pharmaceutique veut mettre sur le marché, vendre dans une pharmacie un médicament, il doit déposer un dossier comme ça avec des preuves scientifiques, des preuves, des essais. Vous êtes remboursé aussi, enfin les médicaments homéopathiques sont remboursés. Pourquoi, effectivement, ne demandez-vous pas qu'il n'y ait plus ce passe-droit et que vous aussi, vous ayez besoin d'apporter des preuves par des études? C'est vrai que ce serait logique. Oui, tout à fait. Et alors, pourquoi c'est pas comme ça? Perdez pas de vue non plus que si je vous montre un tube de Brionia, celui qui est dans cette étude qui soulage les douleurs de la montée laiteuse, il n'y a pas marqué d'indication clinique dessus. Il y a marqué Brionia. Qu'est-ce qu'il est marqué? La seule chose qui est reconnue, c'est que c'est un médicament homéopathique, c'est-à-dire qu'il a été fabriqué, c'est la seule définition légale en France, hein, c'est la définition de la fabrication de ce médicament. Donc ce qui donne lieu à l'AMM simplifié, qui est critiquable et critiqué, c'est que ça n'est pas justifié par une indication clinique, c'est justifié par le principe. Parce que ça a été fait comme ça à l'époque. Oui, non, mais aujourd'hui, pourquoi pas vouloir changer ça et vouloir avoir l'autorisation de mise sur le marché pour l'indication précise de douleur dans les montées laiteuses? Demander à l'industrie pharmaceutique et aux chercheurs. Non, j'ai bien que c'est pas vous qui décidez de ça. Ils vont vous donner une réponse qu'on m'a donnée. Si moi je leur pose la question, ils vont faire pareil. Ils vont me dire, oui, alors à ce moment-là, il va falloir 20, 30 études cliniques par produit, multiplié par 300, etc. Voilà. Donc, oui, mais à partir du moment où la Sécu rembourse, s'il n'y a plus de remboursement, on se dit, bon, à la limite, chacun paye. S'il a envie de payer un produit sans avoir la preuve clinique de l'efficacité, c'est son problème. Mais à partir du moment où c'est la société qui paye, c'est ça l'argument. Et le débat, il est aussi là. Je crois que c'est pas tellement le remboursement, c'est le fait d'être vendu comme médicament. Ça veut dire être vendu comme médicament, c'est être vendu uniquement en pharmacie. Moi, je n'ai rien contre le fait que l'homéopathie soit en vente libre partout, mais pas en pharmacie. Ce qui disent. Oui. C'est le lieu, mais non, c'est parce que c'est ni les remboursements, il y a tas de médicaments qui ne sont pas remboursés, c'est ni le fait d'être vendu sur ordonnance, l'aspirine peut être achetée sans ordonnance, c'est le fait de ne pouvoir être vendu qu'en pharmacie. Et c'est là qu'il y a le problème, je vois. Parce que l'image de la pharmacie montre que c'est un médicament. Parce que la pharmacie cautionne. Et puis, le fait que ce soit un médicament, les gens se disent c'est un médicament, donc le gouvernement a dit que c'était un médicament, donc c'est efficace, en ignorant qu'il y a un passe-droit. Oui, si on retire l'homéopathie des pharmacies, vous avez tous les pharmaciens dans la rue demain. Pourquoi? Non? Bon, je sais pas. Pour des questions de revenus. C'est peut-être pas le problème. Je sais pas, moi je peux vous citer, bon, peut-être que ça va être d'accord, M. Christian Boiron, qui doit connaître un peu le problème. Il écrivait dans une tribune libre du 21 octobre 2004, on pourra la trouver dans l'Humanité, je cite la phrase de mémoire, mais je ne déforme pas sa pensée. Le jour où cessera l'ostracisme, le mépris envers l'homéopathie de ceux qui croient tout savoir, nous ferons des essais poussés, etc. Bon, c'est quand même étonnant. D'abord, la méthode est étonnante. Quand plus personne ne contestera l'homéopathie, alors on va voir si ça marche. Et puis, bon, on a bien compris, il est d'accord sur le fait qu'il n'a pas. Enfin, tout petit mot par rapport à... Michel Simès disait, la collectivité paye. Oui, mais qu'est-ce que nous disent les études aujourd'hui? C'est que la collectivité fait des économies avec l'homéopathie. S'il y a des études pharmaco-économiques et pharmaco-épidémiologiques, et s'il y a eu juste un mot, l'année dernière, il y a eu un rapport d'une commission parlementaire sur la prescription des psychotropes. Quelle était la conclusion de ce rapport? C'est de dire que ça serait
stupide économiquement et stupide médicalement de dérembourser l'homéopathie qui permet de faire de grosses économies. Parce que ceux qui prennent de l'homéopathie ne prennent pas d'autres médicaments plus remboursés et qui coûteraient plus cher à la Sécu. C'est effectivement un des arguments. Je lis la phrase effectivement que vous citiez. Le jour où cessera ce mépris, cet ostracisme de ceux qui croient tout savoir, nous pourrons développer les investigations et effectivement trier le bon grain de l'ivraie. Donc il y a une livraie. Voilà. Peut-être à dose homéopathique. Il y a une livraie. Je propose qu'on écoute un témoignage de ceux qui utilisent l'homéopathie au quotidien. On va écouter Sigrid, la mère d'Elsa et Noémie. Elles sont toutes les deux soignées par homéopathie. Et vous allez voir que cela leur demande à leur maman un peu plus de patience qu'un traitement traditionnel. C'est un reportage de Dorothée Drevon et Philippe Chalouni. Alors, je vais donner le petit traitement à Noémie qu'elle a actuellement pour son eczéma. Je vais donner quelques petites granules. Noémie, on va prendre les petites granules du matin. Regarde. Tu sais, regarde, c'est toi qui les prends toutes seules aujourd'hui, d'accord? Ouais, super. Voilà, comme ça. Alors, actuellement, Noémie a des petits problèmes d'eczéma sur les plis là, des poignets. On essaie de la traiter déjà par homéopathie, parce que je sais qu'avec des crèmes à base de corticoïdes, ça passerait tout de suite. Mais ce qu'on a peur, c'est que ça récidive dans quelques temps. Donc, on essaye déjà comme ça, et puis voir comment elle réagit, ou s'il faut changer de traitement dans quelques temps. C'est vrai que c'est la difficulté pour des parents d'accepter, de patienter un petit peu. Par exemple, pour une otite, on essaye un médicament. Si au bout de 48 heures, il n'a pas marché, le médecin aura pris la précaution de me prescrire une ordonnance d'antibiotiques qui prendra le relais parce qu'on sait très bien qu'une otite, on ne peut pas se permettre d'attendre trop longtemps, sinon il y a des conséquences trop graves. C'est clair qu'à partir de cette année où elle a recommencé à avoir quelques petits problèmes ORL, eh bien tout de suite le médecin m'a dit ce qu'il fallait lui donner dès que ça a démarré et elle a combattu beaucoup mieux. Elle a eu une otite dernièrement qui a été soignée par homéopathie sans aucun problème. Donc effectivement, je peux témoigner qu'en tous les cas, sur mes filles, ça a marché. Est-ce que les collectivités acceptent de donner le traitement d'homéopathie? Alors pas toujours. Quand moi une journée de travail, Noémie a un traitement, je m'adapte pour lui donner son traitement le matin avant d'aller à la crèche, au retour le soir et puis au coucher si par exemple elle doit prendre son médicament trois fois par jour parce que c'est pas toujours accepté dans les collectivités. Jacques Goulet, je voudrais que vous réagissiez à ce que vient de dire cette maman. C'est un comportement curieux de donner une ordonnance pour l'homéopathie. Si au bout de 48 heures ça ne marche pas, on passe à l'allopathie. Est-ce qu'il n'y a pas d'emblée des choses qui sont, pour un médecin homéopathe en tout cas, qui relèvent de l'homéopathie et d'autres qui relèvent de l'allopathie? Oui et non, votre question est tout à fait juste. Elle a pris l'exemple d'une otite. Je pense qu'il s'agissait d'une otite congestive aiguë, ce qui est la plus banale, et 70% des otites, ce sont simplement des congestions aiguës qui ne nécessitent pas de traitement antibiotique, qui ne nécessitent pas de traitement lourd et qui sont très rapidement soulagées et guéries par un traitement homéopathique. Ceci dit, il est du devoir de chaque médecin, qu'il donne de l'homéopathie ou pas de l'homéopathie, d'ailleurs, de revoir ou de s'intéresser à ses patients si les choses ne vont pas mieux au bout de 36 ou 48 heures et éventuellement de modifier son traitement. Il ne fait pas 2 ordonnances avant, comme je l'ai entendu. C'est-à-dire qu'il peut très bien être amené, si cette otite congestive aiguë devient une otite moyenne aiguë, infectée, on change de traitement. À ce moment-là, on changera de traitement. C'est tout à fait logique. Hein. De même que cette alternance de traitement est possible, de même que dans certaines situations, les 2 traitements vont cohabiter très très bien. Voilà. Le vaccin homéopathique contre la grippe est-il efficace? Alors, vaccin entre guillemets, parce que ce n'est pas un vaccin, bien évidemment, mais... Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça évite d'avoir la grippe? D'abord, il n'y a pas de vaccin homéopathique. On peut imaginer qu'il y ait des médicaments homéopathiques qui renforcent les défenses, l'expression est à la mode en ce moment, hein, j'ai vu en librairie, les défenses d'une personne pendant l'hiver, et c'est le cas, et auquel cas, certaines personnes qui n'ont pas nécessité absolue à prendre un vaccin, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de problème cardiologique, pulmonaire évident, ils ont tout intérêt, selon moi, médecins qui pratiquent l'homéopathie, à utiliser l'homéopathie en prévention de leur maladie hivernale, grippe comprise. Mais ça n'est pas mis en balance avec le vaccin de la grippe. Ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, j'ai certains patients qui font les deux. Parce que figurez-vous que énormément de patients qui ont besoin absolument de faire le vaccin parce qu'ils ont de véritables risques, parfois supportent mal ce vaccin et en plus ça ne les préserve pas d'autres affections hivernales banales. Donc ils sont très contents d'avoir les deux. Vous avez l'air d'accord? Oui. Non, parce que justement, il y a une autre question. Est-ce que je peux donner des médicaments homéopathiques à mes enfants de 3 et 11 ans en prévention des maladies de l'hiver? Vous avez ça ne fera rien, mais il n'y a pas d'études qui le montrent. On peut toujours dire que... Non, mais bon, on est sur